Aujourd'hui, c'est compliqué de diagnostiquer l'endométriose, mais avant, c'était pire. Les douleurs sont apparues. Au-delà des douleurs, j'avais également des hémorragies. Ma grand-mère venait me chercher parce que j'avais extrêmement mal, voire des règles hémorragiques. C'est pas toujours très facile à gérer quand tu peux pas aller aux toilettes quand tu en as envie. Et j'ai eu ma fille assez facilement. Même si, au demeurant, j'ai quand même fait une fausse couche au préalable, compte tenu de la présence d'une endométriose qui n'est toujours pas diagnostiquée, et j'ai 29 ans. Au final, on me met un stérilet, cuivre, sur une femme qui fait des règles hémorragiques. Ça n'a pas été la meilleure idée du siècle, et là, ça devient un enfer. On parle d'éclosion lorsqu'un animal sort de son œuf ou lorsqu'une fleur ou une graine s'ouvre. Éclosion signifie également l'apparition, la manifestation de quelque chose qui naît, qui sort de sa coquille, de son enveloppe. Dans ce podcast, je tends le micro à toutes celles qui désirent partager leur propre éclosion, leur propre manifestation, leur naissance ou leur renaissance. Toutes ces femmes que l'on croise un jour dans sa vie, avec leur histoire, leur remise en question et leurs convictions. Santé féminine, santé mentale, troubles alimentaires ou encore mode de vie plus durable et respectueux. Elles nous racontent leur récit de vie sans filtre ni tabou. Prépare-toi à écouter l'histoire d'une femme inspirante, car oui, chaque récit de vie est source de grand apprentissage. Je suis Alexandra Portail, hôte de ce podcast. Je te souhaite la bienvenue dans Éclosion. J'interfère dans le bon déroulement du cycle féminin. Parfois douloureuse, parfois pas. Parfois je complique la fertilité de mon hôte, parfois pas. Je suis encore mal connue et très mal diagnostiquée et je touche environ une femme sur 10. Qui suis-je ? Dans cet épisode, nous explorons l'endométriose, une maladie gynécologique qui affecte des millions de femmes dans le monde entier. Nous discutons des symptômes de l'endométriose, de ses conséquences sur la vie quotidienne des femmes qui en souffrent et des enjeux de la sensibilisation à cette maladie encore méconnue. C'est au travers du témoignage d'Isabelle Lecointre, naturopathe spécialisée en santé féminine touchée par l'endométriose, que nous abordons tous ces sujets. Isabelle nous partage son expérience personnelle et son parcours de diagnostic datant de plusieurs dizaines d'années. Un épisode essentiel pour toutes les femmes ainsi que pour leur entourage et leur communauté. Je t'invite également à défiler la barre de description de l'épisode car tu y trouveras un tas de liens complémentaires disponibles au sujet de l'endométriose et des leviers pour pouvoir limiter ces douleurs menstruelles liées à cette maladie. Sans plus tarder, partons à la rencontre d'Isabelle. Bonjour Isabelle et bienvenue au micro d'Éclosion. Pour la petite histoire, nous nous connaissons déjà car nous avons déjà eu l'occasion de nous rencontrer à plusieurs reprises et d'ailleurs de beaucoup échanger puisque tu exerces en tant que naturopathe également et que tu t'es même spécialisée dans la santé féminine avec une formation que tu as, si je ne me trompe pas, récemment terminée ou en tout cas il te reste... le mémoire, il me semble, mais vraiment tu es sur la fin et bravo pour ça. Et aussi que tu as tout fraîchement ouvert ton cabinet. Est-ce que tu confirmes ? C'est bien ça, effectivement. On s'est rencontrés il y a un petit peu plus d'un an maintenant, enfin virtuellement. Et effectivement, on a travaillé ensemble sur ton projet Aménorrhée Academy. Et moi, de mon côté, effectivement, j'étais étudiante encore en naturopathie à ce moment-là. Et aujourd'hui, c'est terminé normalement mon mémoire par cette semaine. Bravo ! Toutes mes félicitations. Donc comme tu l'as dit, tu as été à mes côtés durant même plus d'un an, effectivement, pour bêta-tester et co-concevoir l'Aménorrhée Academy. Alors, pour expliquer très brièvement ce qu'est l'Aménorrhée Academy, c'est une communauté qui permet de sensibiliser et de lever le tabou sur ce trouble menstruel féminin qu'est l'aménorrhée, donc l'absence de menstruation.
mais aussi d'enseigner et d'en apprendre plus sur le sujet de l'aménorrhée, qui est très peu finalement connu, plutôt méconnu de la sphère médicale, ou en tout cas, et aussi de la sphère des femmes de manière générale. Donc d'où vient l'aménorrhée, quelles en sont les causes, ou encore quels sont les différents leviers d'action possibles pour s'en sortir. Donc une communauté et un programme conçu par une femme qui en a souffert, mais aussi par d'autres professionnels comme toi qui a co-conçu à mes côtés le programme, et pour les femmes qui en souffrent, mais aussi toutes les professionnels de l'accompagnement comme toi qui désirent mieux l'accompagner. J'avais également reçu sur le podcast Priscilla qui était à tes côtés pour co-concevoir l'Aménorrhée Academy. Bref, bien que nous nous connaissions, j'aimerais te laisser te présenter à nos auditrices du jour en répondant à la question suivante. Si je te donne un miroir, est-ce que tu pourrais me dire ce que tu vois dans le reflet de celui-ci ? Ouh, quelle question. Une femme avec une histoire très particulière justement concernant sa propre santé. À savoir que moi je suis née en 1975 et que j'ai donc 47 ans, enfin pratiquement 48, et que les troubles, quels qu'ils soient d'ordre féminin, n'étaient pas forcément mis en avant, vouloir loin de là. Ils étaient minimisés au maximum, et pour la plupart du temps, on répondait que c'est ou le stress ou dans notre tête. Depuis, j'ai vraiment réussi à évoluer parce que moi, mon image, elle s'est construite avec « c'est normal d'avoir mal ». Et donc effectivement, moi je vois quelqu'un qui a complètement changé de point de vue, et je milite un peu pour rappeler que c'est pas normal d'avoir mal quand on a ses règles. Et c'est vraiment un peu, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis spécialisée sur la santé féminine en tant que naturopathe. Je trouve que le fait de minimiser des douleurs qui sont parfois très intenses, voire pas forcément hyper intenses pour d'autres pathologies, mais qui vont qui vont créer une charge mentale supplémentaire, c'est pas normal. Et c'est ça que je veux aujourd'hui refléter. La fameuse phrase « Oh là là, je vais avoir mes règles », alors qu'on pourrait dire « Ah, je vais avoir mes règles ». Ouais, je vais avoir mes règles. Top, c'est une nouvelle phase de mon cycle, et puis je vais prendre du temps pour moi, et voilà. Mais bon, c'est lié à la douleur, c'est lié à l'inconfort, c'est lié à l'effort, c'est lié à une période qui est chiante parce qu'on a été éduqué dans cet état d'esprit. Et tu parlais de ton année de naissance, 1975, et de ton âge, mais en fait, c'est tellement affolant de voir qu'aujourd'hui, c'est encore le cas. Alors, en effet, il y a quand même de plus en plus de personnes qui lèvent le tabou, mais je le vois encore en consultation, et j'imagine que toi aussi, des femmes qui ne se rendent pas compte de leur douleur, qui ne se rendent plus compte, en fait, de leur douleur et de leur inconfort, ou quand je leur pose la question « Comment se passent vos cycles ?» « Ah, très bien, décrivez-moi ». Et elles me décrivent après des douleurs prémenstruelles, voire menstruelles, qui sont de l'ordre de la normale, en fait. Et il y a toute une phase de rééducation à se dire « Mais est-ce que vous pensez que c'est normal, concrètement, d'avoir les douleurs que vous avez, les inconforts, et même les craintes et les peurs que vous avez à l'approche de vos menstruations et pendant vos menstruations ?» Donc il y a vraiment cette éducation-là. Et tu vas nous parler après de ce qui t'amène aussi au micro, et de ton histoire avec ton cycle, et notamment donc de l'endométriose, parce que c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, de ton endométriose, parce que chaque femme qui en souffre, c'est très personnel. Mais je sais que moi, j'ai reçu une femme qui était donc Marguerite, je mettrai le lien de l'épisode en description, qui me racontait son histoire, et qui disait qu'elle souffrait depuis quasiment sa ménage, donc sa jeune enfance, de douleurs menstruelles assez intenses, et que sa grand-mère lui disait « Ma petite fille, si tu as mal, c'est que tu es très fertile. » Donc, comment ne pas trouver ça normal ?
Alors, avant que l'on rentre dans ce sujet-là, donc tu nous as tu t'es présenté sous le spectre de la naturopathe et de ces douleurs-là, etc. Mais de manière un peu plus large, tu pourrais dire qui tu es, comment tu te définis finalement? Quelle est ton identité? Qui es-tu, Isabelle? Qui suis-je? Mon Dieu. Je suis quelqu'un de passionné en règle générale, très curieuse de tout. Peut-être trop probablement parce que je suis toujours en train de chercher les réponses à des questions que je me suis posées dans la nuit. Une imagination très fertile. Qui suis-je d'autre? Une amoureuse de la nature et notamment de la forêt. C'est quelque chose qui est très très ancré en moi. J'ai la chance d'habiter à 5 minutes de la forêt, donc concrètement je peux sortir et avoir accès à ce que j'aime assez facilement. Sachant qu'en plus j'ai un chien et que c'est encore plus sympa de pouvoir aller se balader avec elle dans la nature quand elle veut, parce qu'elle n'a pas toujours envie de me suivre, elle. Sinon, qui je suis d'autre? J'ai eu plein de vies différentes au niveau professionnel. J'ai commencé dans le prêt-à-porter, j'ai enchaîné dans l'assurance, dans un autre domaine qui était la gestion de paye. Aujourd'hui, je suis naturopathe, je suis quelqu'un qui aime changer. La naturopathie, elle n'est pas venue par hasard, elle est venue vraiment avec mon histoire. Pas forcément l'histoire de mon cycle, mais plutôt en lien avec un burn-out. Ça fait partie des choses qui m'ont marquée et qui font qui je suis aujourd'hui aussi. Que ce soit en tant que femme, mais aussi en tant que naturo. Parce que je fais très, très attentive à ces personnes qui ont tendance à en faire trop et aller trop loin. Et c'est particulièrement présent, je trouve, chez les femmes qui ont tendance à toujours se mettre en dernier. C'est-à-dire qu'on va faire passer les enfants, le conjoint, le foyer avant nous-mêmes, que ce soit en termes de soins, mais même de repos, tout simplement. Tu nous as dit que tu avais fait différents métiers, donc que tu t'es présentée en partie sous le spectre de tes différentes casquettes professionnelles. Ces différents métiers ont été certainement motivés par des évolutions de titre personnel. Est-ce que tu pourrais peut-être nous raconter un petit peu, parce que j'imagine que ça vient aussi de... On ne fait qu'évoluer, et des fois ce qui nous pose problème, c'est que on ne réagit pas en réponse à nos évolutions personnelles, et des fois on s'oblige et on se force à continuer une voie qui était peut-être la bonne fut un temps mais qui ne l'est plus aujourd'hui. Toi, est-ce que tes différents métiers ont été en lien avec tout ça ou pas du tout? Totalement le cas en ce qui concerne l'assurance en l'occurrence. Ça m'a convenu jusqu'à un certain moment, sachant que quand je travaillais dans l'assurance, j'habitais en Normandie, mais je travaillais en région parisienne, ce qui me faisait en moyenne 4 heures de transport par jour. D'où l'arrivée, à un moment donné, c'était fatal, du burn-out. Et c'est ce burn-out-là qui m'a vraiment permis de prendre conscience que c'était plus possible de continuer. J'étais plus vraiment en adéquation avec le métier que j'exerçais. Et encore moins avec la distance avec laquelle je devais l'exercer. Sachant qu'il faut remettre aussi ça dans le contexte. La visio et le télétravail, c'était pas l'ordre du jour encore. Ce qui fait qu'à la fin de cette période-là où j'ai été en arrêt de travail assez longtemps, j'ai fait un bilan de compétences. Et dans ce bilan de compétences, les métiers du bien-être apparaissaient. Sauf que j'étais pas forcément en état à ce moment-là d'entamer un processus de formation. Je te cache pas, tu le sais d'ailleurs, qu'une formation de naturo, c'est long, c'est intense, il y a vraiment beaucoup de choses à appréhender et à comprendre. Je n'étais clairement pas en état à ce moment-là de le faire. Il y avait le yoga aussi qui arrivait dans ma vie à ce moment-là. Physiquement, j'avais trop de problématiques de dos et de cervicales en l'occurrence qui ne me permettaient pas de faire une formation de yoga. Donc tout ça, c'est resté dans un coin de ma tête et j'ai eu la chance de retrouver toujours dans ce domaine-là un boulot un peu plus près, nettement plus près, puisque là j'étais à 15 minutes de chez moi. Hélas, au bout de 3 ou 4 ans, hélas,
Pourquoi hélas? Parce que finalement c'est un bien. Au bout de 4 ans, même pas tout à fait 4 ans, l'agence pour laquelle je travaillais, enfin toutes les agences pratiquement ont fermé. L'entreprise a décidé de se réorienter uniquement sur du travail en ligne pratiquement, sauf excepté quelques grosses villes. Moi, ça a été l'occasion en fait. Là, à ce moment-là, j'étais en état de refaire cette formation de naturo et c'est comme ça que je suis arrivée à la naturopathie. Donc ça, c'était quelque chose qui était là depuis 4-5 ans, mais je n'avais pas pu la mettre en pratique. Alors, je te propose que l'on parle un petit peu du sujet de ton endométriose. Lorsque l'on a eu l'occasion de discuter un petit peu ensemble off micro, je me rappelle t'avoir entendu dire aujourd'hui c'est compliqué de diagnostiquer l'endométriose, mais avant c'était pire. Aussi, on sait à présent, et les dernières statistiques d'ailleurs, affirment que l'endométriose toucherait environ une femme sur 10, ce qui est très loin d'être anodin. Et on parle bien là de femmes diagnostiquées, hein, sachant que le parcours du diagnostic, on en parlera ensemble, n'est pas aisé du tout. Est-ce que toi, tu pourrais nous expliquer comment se manifeste ou s'est manifestée l'endométriose chez toi en particulier, et surtout comment toi tu vis avec ce trouble du cycle depuis toutes ces années? Alors l'endométriose, chez moi, elle s'est manifestée assez rapidement. J'ai été réglée relativement jeune, mon cycle c'est autour de 13 ans. Mon cycle a été régulier tout de suite, ou quasi tout de suite. La première année, j'ai été à peu près tranquille. Et ça s'est compliqué au fur et à mesure du temps. Les douleurs sont apparues. Au-delà des douleurs, j'avais également des hémorragies. Ce qui faisait que régulièrement, j'étais absente de mes cours parce que pas en état d'y être, voire je devais quitter. Je me souviens que ma grand-mère venait me chercher parce que j'avais extrêmement mal, voire des règles hémorragiques. Je passe les détails, mais c'est pas toujours très facile à gérer quand tu peux pas aller aux toilettes quand tu en as envie. Alors, ne passe pas les détails justement si tu perds. Est-ce que tu pourrais peut-être expliquer ce que toi tu entends par hémorragique? Parce qu'encore une fois, c'est très compliqué pour les femmes de se dire, c'est quoi veut dire quoi hémorragique finalement? Je perds 3 kilos de sang, c'est normal? Est-ce que c'est... Voilà. Ça, c'était comment? Une protection périodique, un tampon ne suffit pas au bout d'une heure ou une heure et demie, quoi. Donc tu t'en mets malheureusement partout. C'est vraiment très 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 compliqué à vivre parce qu'en plus tu sens le flux réellement. Tu sais très bien que si tu bouges, ça va être une catastrophe parce que généralement le mouvement c'est que ça va s'écouler encore un peu plus. Et ça c'est quand tu as 14 ou 15 ans, c'est très 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 désagréable, sans compter que la moitié de la classe qui se fiche de toi, n'est-ce pas? Ça, c'était le début de mes règles. Et très très rapidement, au final, le médecin de famille, compte tenu de mes douleurs et de mes hémorragies qui finalement m'empêchaient réellement d'aller en cours, m'a mis sous pilule. Ce qui arrive très souvent. Ce qui arrive et ce qui est très fréquent, enfin ce qui est même aujourd'hui, je pense, est encore la norme. Parce que ça simplifie. Effectivement, ça m'a vraiment simplifié la vie d'adolescence et de jeune adulte. Néanmoins, sous pilule, j'avais quand même des douleurs. Moins intenses? Moins intenses, mais j'étais quand même sous des antidouleurs, donc type anti-inflammatoire. Donc tu as quand même besoin de médicaments pour vivre ton cycle. Anti-inflammatoire régulièrement. Donc, ce qui n'était pas normal quand même. Surtout que sous pilule, on n'a pas vraiment de cycle. Logiquement, j'aurais pas dû avoir ces douleurs. Et puis ma vie d'adulte a continué. Donc la pilule contraceptive, elle avait un rôle, donc je l'ai maintenue. Et j'ai eu ma fille assez facilement. Même si au demeurant, j'ai quand même fait une fausse couche au préalable. Mais moi, j'ai eu un enfant relativement facilement, compte tenu de la présence d'une endométriose qui n'est toujours pas diagnostiquée, et j'ai 29 ans. Ah donc, voilà. Donc, il s'est passé 15 ans, on va dire, c'est ça, hein? 15 ans. Tu n'as toujours pas été à ce stade diagnostiqué d'endométriose, sachant que tu avais un cycle encore douloureux.
Tu as pris la pilule combien de temps avant d'avoir avant ton enfant? De mes 13 ans jusqu'à mes 28 ans. Ok. Donc tu as pris la pilule une bonne dizaine d'années. Et à partir du moment où tu as arrêté la pilule pour avoir ton enfant, tu as réussi à l'avoir assez facilement. Très très rapidement. Les choses se sont compliquées après la naissance de ma fille, sachant que la pilule, quand tu as un bébé, c'est pas vraiment top en fait. Tu as une fâcheuse tendance à l'oublier, c'est quand même, faut être réaliste, c'est contraignant. Quand tu es entre deux biberons, entre deux tétés et complètement fatigué, tu peux l'oublier. Donc j'ai eu une pilule qui était, si je dis pas de bêtises, uniquement progestative, mais qui se prenait en continu. De manière à pas l'oublier, pas avoir ces phases où tu as une semaine où tu la prends pas et c'est là où tu l'oublies. Donc tu n'avais pas de menstruation dans ce cas. Et hélas, au bout d'un moment, j'avais des saignements constants. Ça ne me convenait absolument pas. Donc, alors rappelons-le que, non, a priori, sous pilule continue, nous n'avons pas de menstruation puisque nous sommes en prise d'hormones tout le temps. Ok, donc tu as eu quand même des saignements. Qui ne sont pas des menstruations parce que tu n'ovules pas, mais tu as eu des saignements, ce qui n'est pas logique. Ce qui n'est pas logique. Là, je commence à en avoir sérieusement marre et je cherche ce qui pourrait me convenir. Je revois le gynécologue qui finalement me dit si ça ne vous convient pas, on va vous mettre autre chose. Au final, je regarde la solution qu'il me donne et c'était un implant et c'est les mêmes molécules. Donc, ça recommence en fait. C'est exactement le même problème. Donc, j'ai un peu de souffle parce que entre deux, effectivement, j'ai une année où ça va à peu près, je n'ai pas de saignement, sauf que j'ai quand même des douleurs. Au final, on me met un stérilet, cuivre, sur une femme qui fait des règles hémorragiques. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est surprenant. Ça n'a pas été la meilleure idée du siècle, et sachant que je retrouve quand même un cycle qui est normal, c'est-à-dire que là, ce sont vraiment mes hormones. Et là, ça devient un enfer. Excuse-moi, petite parenthèse pour les personnes qui nous écoutent. Effectivement, implant est différent de stérilet en cuivre. L'implant est une contraception hormonale, le stérilet en cuivre est une contraception non hormonale. C'est pour ça que tu précisais que tu avais eu ton retour de cycle naturel. Là, les douleurs sont de plus en plus intenses. Enfin, le syndrome prémenstruel commence à l'ovulation. Voilà. Concrètement, on commence en milieu de cycle, là l'ovulation, sachant que par moments les ovulations sont douloureuses. Et je m'en plains régulièrement auprès de mes différents praticiens, que ce soit médecin généraliste ou gynécologue, et je n'ai strictement rien. Je suis trop stressée. Bon, pourquoi pas ? Est-ce que ces médecins ont réalisé des examens particuliers pour essayer d'éradiquer des... Oui. J'ai eu pas mal d'examens. Il y a eu des examens de fait, mais non, il n'y a rien. Et une exploration réalisée. Il y a des explorations réalisées, tout à fait. C'est à un moment de ma vie où j'avais eu une ovulation extrêmement douloureuse à un point que je ne savais plus marcher. J'étais à l'extérieur, je me souviens, je marchais avec une collègue, on était en pause déjeuner, et plus possibilité ni d'avancer ni de reculer. J'ai eu la chance d'être pas très loin d'une pharmacie, donc je me suis traînée comme je pouvais près de cette pharmacie. On m'a mis à l'arrière, histoire que je reprenne un peu de souffle et de couleur, parce que concrètement, j'ai été dans un état catastrophique. Et c'est là que la pharmacienne m'a dit « Mais c'est pas possible d'avoir mal à ce moment-là. Est-ce que vous avez fait des recherches sur l'endométriose ?» On est quand là ? On est à quelle époque ? J'avais déjà eu ma fille, alors j'ai pas la date précise, mais on est entre 2005 et 2010. Donc là, je me dis, je tiens peut-être une piste. Je continue ces recherches et je commence à en parler au niveau de mon médecin traitant, qui me dit, mais non, vous n'en avez pas, puisque vous n'avez pas eu d'examen. Je revois le gynécologue, je n'ai toujours rien. Au final, je me renseigne beaucoup parce que les années 2000-2010, on commence réellement à parler de l'endométriose. Donc je me renseigne, je rechange mon alimentation. Concrètement, je m'attaque à mon alimentation et ça fait énormément de bien.
Alors même si ça soulage pas à 100% parce que les douleurs restent présentes, elles sont moins intenses et moins rapides. Alors pourquoi tu décides de changer, de faire évoluer ton alimentation? C'est parce que tu t'es beaucoup renseigné et tu t'es dit au fond de toi, peu importe le diagnostic, moi je sens qu'il y a quelque chose. Et du coup, ces renseignements t'ont amené à te dire, peut-être l'alimentation peut améliorer les choses, c'est ça? Mais tu n'as pas été diagnostiqué. En fait, quand je lisais les symptômes de l'endométriose, que c'est toutes les cases ou quasi toutes les cases, y compris des douleurs inexplicables à l'épaule droite, tu vois, qui font partie des symptômes. Mais aucune logique en fait, on va pas chercher de l'endométriose parce qu'on a mal à droite dans le haut du corps, quoi. Et je cochais vraiment beaucoup de cases. Ce qui fait que je me suis dit, de toute façon, je risque quoi en appliquant de l'hygiène de vie qui correspond à ces femmes. Je risque rien en changeant mon alimentation, en adaptant mon activité physique. Franchement, je ne risque rien du tout. Donc, je suis partie sur ce type d'alimentation, effectivement. Un peu plus type méditerranéenne, parce qu'une alimentation sans gluten était compliquée à mettre en place. Elle est possible, mais elle est quand même plus compliquée. Et je vois des améliorations. Je ne dis pas que c'est miraculeux, mais je vois des améliorations. Pour comprendre, quelles sont les grandes choses que tu as fait évoluer dans ton alimentation avant et après, dans les grandes lignes, quels ont été les grands changements? Petit intermède musical pour te rappeler qu'il t'est possible de soutenir ce podcast et de le faire rayonner autour de toi en le dorant d'une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et en y associant ton commentaire. Mais aussi et surtout en le partageant à ton entourage. Ce petit geste a un énorme impact sur la mise en avant de cette émission. Aussi, tu peux découvrir le reste de mon travail tel que mon livre Plus jamais malade, un guide pratico-pratique en santé naturelle, auto-édité, ou encore mon programme Ciao Pilule pour accompagner en douceur l'arrêt de la contraception hormonale en te rendant sur mon site internet www.hygienedevie.fr avec le chiffre 2. Merci pour ton écoute et maintenant je te laisse rejoindre le fil de notre conversation. Plus de végétaux, moins de laitage. En ce qui me concerne, le laitage, c'est surtout le fromage. De manière générale, c'est les trois grands piliers. Après, je suis quelqu'un qui a toujours plus ou moins cuisiné. Alors j'avoue que quand je travaillais en région parisienne, c'était moins le cas. Donc effectivement, probablement plus de cuisine maison également. Ça fait beaucoup, puisque tu as moins d'additifs, tu as moins de cochonneries dans ce que tu avales. Ça me permettait déjà d'éviter certaines douleurs. C'était vraiment un plus. Oui, donc tu t'es attaqué au grand pilier, au grand facteur inflammatoire de l'alimentation. De ton alimentation, en fait. Et avec ça, entre-temps, j'étais passée par la case burn-out et je m'étais aussi intéressée à tout ce qui était yoga, méditation. Être en capacité, en fait, de prendre aussi du recul. Parce que quand tu es en pleine crise et que tu luttes contre cette douleur, au final, tu te tends et c'est encore pire. Ça paraît très très bête, mais le fait d'accepter, oui, c'est une journée sans. Oui, je vais avoir mal. Ça permet de prendre un tout petit peu de recul. On est d'accord, quand on a mal, on n'est pas vraiment dans les meilleures dispositions. Néanmoins, être en capacité de faire ce pas de côté, ça fait énormément de bien parce que t'es plus dans cette lutte, t'es plus dans ce corps qui est hyper tendu et au final très très douloureux. Prendre le temps le soir en rentrant de dire ça n'a pas été du tout de la journée, j'ai super mal, faire quelques postures de yoga qui vont me permettre justement une ouverture du bassin et de me sentir mieux et de faire attention à cette respiration, à ma respiration derrière. Oui, ça permet de souffler. Alors j'ai toujours mal, mais la douleur est beaucoup plus acceptable dans ces conditions-là. Ça fait partie d'un des deuxièmes piliers que j'avais pu mettre en place, effectivement. Tu es moins dans la lutte et donc du coup moins dans la contraction de cette lutte-là et plus dans un relâchement qui laisse parler la douleur, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que j'avoue que ça, c'est quelque chose qui est hyper difficile à faire. Oui, j'imagine. Il suffit de te prendre une rage de dents, on est d'accord que c'est pas vraiment très agréable. Puis on se tend de partout, et puis en plus on génère d'autres douleurs ailleurs aussi, pour le coup. On génère d'autres douleurs, et puis en plus on est ronchon, ce qui
Ouais, oui. En fait, on s'auto-alimente. Donc ça faisait vraiment partie des choses. Et le reste étant l'activité physique, mais plutôt sur une activité physique douce. Parce qu'effectivement, quand t'as mal, t'es incapable d'aller faire ta séance de crossfit, hein, c'est pas possible. En revanche, aller marcher, ça te fait du bien. Et tu faisais avant de l'activité physique ou pas du tout? Oui, alors j'ai commencé à courir, j'ai fait énormément de tout ce qui était sportif cardio. Alors à l'époque j'avais de la Zumba, il y avait des choses comme ça, mais au final une partie du mois c'était ultra douloureux, en fait c'était pas confortable d'aller au sport, voire j'y allais pas. Et ah oui d'accord, j'allais dire est-ce que tu te forçais à y aller ou pas? Mais de toute façon tu ne pouvais pas, tu étais physiquement dans l'incapacité. Au final j'ai été diagnostiquée par hasard. J'ai changé de gynécologue parce que le mien partait à la retraite. Et je suis tombée sur une jeune femme fraîchement sortie de l'école qui a probablement, elle, eu des cours sur l'endométriose, quoique pas forcément, puisque pas si longtemps que ça, et qui sont au programme. Non, mais à titre personnel, qui s'est peut-être renseigné, parce qu'on n'apprend pas que dans les écoles ou dans les formations, on apprend autour. Dieu merci. Voilà. Je fais un examen complet, y compris donc une échographie endovaginale. Et là, elle me dit « Oh là, vous êtes bourré d'adénomiose ». Pour rappel, la petite sœur de l'endométriose. Et là, on fait des examens complémentaires. Il s'avère que j'ai et endométriose et adénomiose, et que mon endométriose est située sur les intestins. Alors, est-ce que tu pourrais juste, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas la différence entre les deux, adénomiose et endométriose? C'est deux problématiques qui sont assez similaires, sauf que l'adénomiose, c'est l'endométriose qui se développe à l'intérieur de l'utérus, alors que l'endométriose se développe n'importe où dans le corps. C'est des cellules endométriales qui se répandent, qui peuvent se répandre au-delà de l'utérus, en effet. Et là, je ressors avec donc ce diagnostic-là. J'ai plus de 40 ans. Et comment toi qui le pressentais, comment tu l'as vécu cette étape où on a mis finalement un mot sur tes douleurs? Est-ce que pour toi c'était quelque chose, ça n'a pas changé grand-chose, ou est-ce que tu t'es sentie reconnue? Est-ce qu'il y a eu un accompagnement derrière justement de cette personne qui a réussi à te diagnostiquer particulièrement? Alors, pas forcément un accompagnement spécifique, puisqu'elle avait bien compris que je savais que j'étais atteinte de cette problématique, que j'encochais vraiment beaucoup de cases. Et un soulagement parce qu'au moins, on va arrêter de me dire que c'était dans ma tête, ou que c'était uniquement une question de gestion du stress. Je veux bien que je sois quelqu'un de stressé d'une manière générale, mais pas développer des douleurs aussi intenses. Sachant que le stress est inflammatoire aussi. Et c'est quelque chose qui ne va pas aider l'endométriose. Néanmoins, c'est pas uniquement le stress. C'est pas la cause. Ce n'est pas la cause racine de ton... C'est pas la cause racine du problème. D'ailleurs, la cause racine, je suis pas persuadée qu'on l'ait encore, hélas. N'empêche que c'est quand même un soulagement parce que pour mon entourage, oui, ça y est. Moi, ça y est. Ça faisait des années que je disais que j'avais probablement ça, mais je pouvais pas l'affirmer. C'est-à-dire que je me suis construit une identité de personne atteinte d'endométriose sans réellement en avoir le diagnostic. Ce diagnostic m'a permis de dire « Ah oui, c'est ça en fait, mais je me suis pas trompée. Je ne suis pas folle. » Je ne suis pas folle. Et c'est vrai que moi j'avais grandi dans une famille où j'ai eu la chance de connaître mon arrière-grand-mère. Donc j'ai connu mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma mère, et toutes ces femmes autour de moi m'ont toujours dit qu'elles avaient mal elles-mêmes. En regardant des comptes rendus de soins de ma maman plus jeune, il s'avère qu'il y a écrit endométriose sur certains de ses examens, alors qu'on ne lui en a jamais parlé. On a toujours dit à ma maman qu'elle n'aurait pas... J'étais un bébé inexplicable, parce qu'elle avait l'utérus rétroversé et qu'elle était atteinte d'endométriose. Sans pour autant se préoccuper du fait qu'elle est mal. Hein. Et ça, je l'ai découvert en regardant des documents médicaux qu'elle avait gardés. Et je suppose que grand-mère et arrière-grand-mère en avaient également, parce qu'elles avaient toutes
des cycles extrêmement douloureux. Après, voilà, ça n'a pas forcément été diagnostiqué à l'époque, ce qui est tout à fait logique. Néanmoins, c'est une histoire familiale compliquée avec le cycle. Et je me suis aussi construite sur l'idée, c'est normal d'avoir mal. C'est ce qu'on disait au tout début de notre échange. Donc au final, quand tu dis que tu as retrouvé des documents médicaux de ta maman, ça avait été finalement diagnostiqué, mais pas expliqué. Combien de fois on se retrouve avec des bilans sanguins ou des examens avec des noms farfelus et en fait on ne sait pas du tout ce que ça veut dire parce que les médecins n'expliquent pas et ils disent juste vous avez ça. C'est écrit ça, par exemple, c'est un diagnostic médical, mais n'explique pas si c'est dangereux, pas dangereux, ce que ça veut dire derrière, ce que ça engendre, etc. Donc en fait on part du principe que si le médecin n'a rien dit, c'est que c'est normal, c'est que tout va bien. Alors que parfois, et les cas d'endométriose, c'est là que c'est compliqué, tu vas peut-être le confirmer, mais on est encore actuellement là, on enregistre, on est en 2023. Je sais que le gouvernement met beaucoup d'efforts sur la recherche de l'endométriose, mais à l'instant T, il n'y a pas encore d'éléments qui viennent expliquer les causes racines de ce trouble. Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est l'hygiène de vie? Est-ce que c'est un peu tout? En tout cas, il y a de l'hérédité, mais on connaît des facteurs aggravants, comme tout ce qui va être inflammatoire, et tu en as parlé notamment avec l'alimentation. Mais derrière, c'est vrai qu'on n'a pas encore, même en 2023, les explications de l'apparition de ces troubles-là. Donc c'est ça que c'est assez compliqué. Néanmoins, de se faire diagnostiquer, ça permet aussi de se dire, je ne suis pas folle. Et en effet, avoir mal, ce n'est pas normal. Et peut-être de limiter, de véhiculer ce genre de message auprès des générations futures. Ouais, clairement, c'est important en fait. C'est vraiment important de sensibiliser les plus jeunes parce qu'on peut faire aujourd'hui un diagnostic relativement tôt. Ce qui évite quand même une errance médicale qui n'est pas normale. Vraiment, je trouve que c'est aberrant encore d'avoir 7 ans, 2023, en moyenne pour être diagnostiqué, sachant que c'est une moyenne et que ça peut être plus, voire moins. Après, c'est quand même nettement plus pris au sérieux qu'il y a ne serait-ce qu'une quinzaine d'années. Concrètement, il y a une grosse évolution. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'espoir là derrière parce que la santé des femmes commence à être mise en avant, ne serait-ce que par des personnes qui, comme toi, entre guillemets, prennent la parole sur ce type sur ces anomalies du cycle, que ce soit l'aménorrhée, l'endométriose. Il y en a plein en fait d'anomalies du cycle, même le syndrome prémenstruel. Il y a plein de femmes qui vivent avec ça et c'est complètement anormal d'avoir mal ou d'avoir vraiment des inconforts qui sont importants avant son cycle. Normalement, quand tout est équilibré, on ne devrait pas avoir mal. Il y a des évolutions et je trouve qu'on va sur le bon sens, mais il y a encore énormément de boulot, quoi. Ne serait-ce que pour savoir d'où vient cette maladie. 27 années d'errance médicale, c'est quand même c'est énorme. Tu as quand même et tu avais réalisé différentes explorations médicales qui n'avaient jamais abouti au diagnostic de l'endométriose. Je sais que pour en avoir aussi discuté avec d'autres femmes qui souffrent qui souffrent d'endométriose, ce qu'elles me disent souvent, c'est que en fait, la lecture des examens médicaux est vraiment très spécifique. Ce qu'il faut aussi mettre en avant, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de corrélation entre le niveau de l'endométriose, ça veut dire le nombre de cellules endométriales qui se sont répandues ailleurs que dans l'utérus, et l'intensité des douleurs. Il y a des femmes qui ont très peu finalement d'endométriose, ce qui a différents niveaux, donc qui sont peut-être en niveau 1, et pour autant ont aussi des douleurs très intenses. Et la problématique, c'est qu'il faut savoir, moi je dis souvent, qu'il faut savoir, pour faire un diagnostic, il faut savoir ce que l'on recherche. Et donc, comme pour les bilans sanguins, comme pour des maladies comme celle-ci, faire une échographie sans se dire je vais chercher ça en particulier, il y a très
de très grandes chances de passer à côté de la chose que l'on recherche parce que finalement on ne la recherche pas, tout simplement. Et donc, j'imagine, et tu viendras me confirmer, il y a 2 possibilités qui expliquent ces 27 années pour moi d'errance médicale, alors que tu as quand même fait des explorations. Première possibilité, c'est que tes cellules endométriales se sont répandues, sont de plus en plus développées et que peut-être au départ c'était très peu visible, mais peut-être quand même très intense, et qu'à la fin, la nouvelle gynéco que tu as eue a mis le doigt sur un développement et une croissance assez importante, donc ça a été peut-être plus simple pour elle de le diagnostiquer. Première possibilité. Deuxième possibilité, c'est qu'en effet, les années précédentes, les médecins ne recherchaient pas spécifiquement l'endométriose, donc sont passés à côté. Peut-être que c'est les deux d'ailleurs en même temps. Je ne sais pas si tu as eu toi une explication, parce que j'imagine que tu l'as dit, que tu as mentionné à ta nouvelle gynécologue que tu avais déjà réalisé des échographies, etc. Et pour autant, ça n'avait jamais été diagnostiqué. En fait, je pense effectivement ce sont les deux. On cherche pas on ne peut pas trouver ce qu'on ne cherche pas, concrètement. Il y a peut-être certains a priori du corps médical concernant les douleurs qui n'étaient pas forcément comprises et admises. Donc bizarre, les femmes elles ont mal. D'ailleurs j'ai encore entendu récemment, c'est vrai que l'endométriose c'est une maladie à la mode, elles ont toutes mal. Quelque chose qui me fait hérisser les poils. Donc faire changer les mentalités ça va être encore très difficile. Après je pense qu'il y avait aussi peut-être un manque de formation, tout simplement. Les gynécologues sont pas très bien formés à cette maladie, les médecins traitants encore moins. Après, j'ai pas d'autres explications. Je sais que mon endométriose, il y a 4 grades grosso modo en endo. Je suis au grade 2, donc c'est pas non plus le grade le plus élevé. Néanmoins, comme tu l'as dit tout à l'heure, le grade n'a rien à voir. Enfin, on peut avoir énormément d'endométriose et ne pas avoir de douleur, ne jamais se rendre compte qu'on en est atteinte. Et au contraire, avoir une endométriose très très légère et avoir énormément de douleurs. Et d'ailleurs, c'est encore plus compliqué pour ces femmes-là d'être diagnostiquées parce que c'est pas toujours visible lors des examens. C'est probablement ce qui a été mon cas en fait. Très très probablement. Peut-être qu'on ne cherchait pas spécifiquement et en plus, c'était pas forcément visible. Ça l'était plus, probablement que ça avait dû évoluer entre-temps. Je le saurais jamais en fait. J'aurais pas la réponse. Après, je sais que pour avoir discuté avec ma gynécologue, qu'elle a vraiment été formée à cette maladie. Que les quelques mots que j'avais donnés dès le départ, elle a spécifiquement cherché ça. À la différence peut-être des précédents. Et à partir du moment où tu as été diagnostiquée jusqu'à présent, comment as-tu vécu ton cycle? Est-ce que les douleurs ont été réduites? Est-ce que tu as mis en place d'autres choses dans ta vie pour mieux vivre avec ton cycle avec cette endométriose diagnostiquée? Alors j'ai maintenu l'hygiène alimentaire. Ça, d'ailleurs, dès que je la quitte un tout petit peu, les douleurs sont nettement plus intenses. Ça, je le vois assez rapidement. J'ai moins de douleurs liées au cycle. En revanche, comme l'endométriose est sur les intestins, c'est plutôt les intestins le problème. Donc effectivement, c'est en lien. Donc je fais extrêmement... Dès que je mange quelque chose qui ne me convient pas, je me mets à gonfler. Mais vraiment très très rapidement. Ça peut être juste après un repas en fait. Concrètement, c'est assez violent. Et il suffit de regarder ce que j'ai dans l'assiette. Et en règle générale, il y a beaucoup de gluten ce jour-là. Donc là, je sais que la phase suivante, et j'ai pas encore complètement éradiqué le gluten de ma vie parce que c'est compliqué, que j'ai une vie de famille, que j'ai une gamine qui adore les pâtes. Néanmoins, j'en mange moins à titre perso, c'est-à-dire qu'il va pas y en avoir le repas du matin, mon petit déjeuner et mon repas du midi, il n'y en aura pas. Parce que je suis seule et que c'est beaucoup plus simple. C'est plus compliqué le soir parce que effectivement pour tout le monde, un repas sans gluten, c'est plus compliqué.
même si ça arrive, hein, parce qu'on n'en mange pas à chaque repas, ça allège quand même une partie des symptômes intestinaux. Pas tous, mais ça les allège. Est-ce qu'il y a d'autres choses que l'alimentation? Tu parlais tout à l'heure du yoga, la méditation, ton activité sportive. Ça, ce sont des choses que tu as maintenues. En fait, on est vraiment sur des piliers, entre guillemets, du naturo. C'est-à-dire que je vais être sur l'alimentation, mon niveau de stress, l'activité physique. Je me rends compte que quand je ne bouge pas suffisamment, tu sais, les journées où tu passes derrière ton écran, c'est ce que je veux dire. Oui. Et ben à la fin de la journée, j'ai mal. J'ai vraiment plus de douleur ces jours-là. Donc je m'impose une marche assez régulière, de manière... en fait, le mouvement, ça fait partie de la vie. Et quand tu bouges pas suffisamment, en ce qui me concerne, mes douleurs sont à nouveau présentes, plus intenses. Puis je me retrouve le soir avec la bouillotte sur le ventre, donc c'est pas forcément très agréable. Ça fait vraiment partie des choses basiques. Ça peut paraître, comment dire, anodin en fait quand on dit ça. Elle a réglé son alimentation, mais oui, dès que je mange quelque chose qui ne me convient pas, je m'en rends très très vite compte. Dès que je ne pratique plus d'activité physique, c'est très vite une catastrophe. Et faire attention à son niveau de stress, effectivement, ça fait partie des fondamentaux. Alors, je t'avoue qu'en ce moment, avec une soutenance de mémoire, c'est pas l'idéal. Néanmoins, j'arrive quand même à le gérer. C'est vraiment des fondamentaux. Après, il peut s'avérer que j'ai quelques compléments alimentaires. Notamment pour tout ce qui est inflammatoire. Je suis très souvent sous oméga 3 parce que je ne consomme pas suffisamment d'oméga 3 dans mon alimentation. Et ça, j'y vois très vite un confort en fait, très facilement. Ça fait partie des petits conseils que je pourrais donner. Effectivement, les oméga 3 quand on ne consomme pas de petits poissons gras ou d'oléagineux en quantité suffisante ou des bonnes huiles, effectivement, on a tendance à ne pas en avoir assez. Je vois vraiment la différence quand j'en consomme et quand j'en consomme pas. Parce que c'est vraiment intéressant ça de le constater. Sinon, effectivement, je suis pas madame ni plante ni cachée parce que en fait, je voudrais vraiment gérer ces douleurs uniquement sur des fondamentaux parce que à chaque fois, quand tu rajoutes quelque chose, des fois, c'est quelque chose que tu dérègles. Donc, effectivement, j'évite les antidouleurs, sauf vraiment quand je peux plus. Je ne dis pas que je ne me prends jamais, c'est faux, parce que y a des jours où il faut pouvoir avancer, il faut pouvoir travailler, ne serait-ce que ça. Donc, effectivement, les antidouleurs type anti-inflammatoire, hein, parce que sinon, il n'y a rien qui fonctionne. Hein. Le bon vieux caché, la boîte jaune, dont je ne citerai pas le nom, ne fait strictement rien sur des douleurs d'endométriose. Il faut quand même aller sur des choses un peu plus poussées. Et encore, ça ne suffit pas toujours, mais n'empêche que ça soulage. C'est déjà, pour moi, c'est suffisant. Cette hygiène de vie me permet de mieux vivre avec. Ça n'empêche pas la présence de douleur, mais je vis nettement mieux. Pour la petite histoire, ce mois-ci, j'ai une ovulation douloureuse. Ça ne m'a pas empêché de bouger au quotidien. Il fut un temps, effectivement, j'étais clouée au lit en fait. Donc tu vois, c'est quand même quelque chose qui est moindre, même si je peux t'affirmer que c'était l'ovaire droit qui fonctionnait ce mois-ci. Néanmoins, ça m'a pas empêché de vivre ma vie. Et d'ailleurs, je me baladais avec ma famille. On était en week-end prolongé, donc je me suis baladée quand même ce jour-là, malgré tout. Ça aurait pas été envisageable il y a une dizaine d'années. Tu disais, tu mentionnais le fait que ça paraissait un petit peu, ça pourrait paraître un petit peu basique de ne parler que, entre guillemets, des piliers de l'hygiène de vie, à savoir toute la partie émotionnelle, le mouvement et l'alimentation. Alors oui, et entre deux naturopathes, ça paraît encore plus basique, et je pense que
Du coup, il faut qu'on s'ouvre un petit peu, et parmi nos auditrices, il y en a plein qui ne sont pas naturopathes et pour qui c'est pas forcément de l'ordre du basique. Et puis il y a entre basique et facile à mettre en place. C'est-à-dire que entre savoir que oui, être moins stressé, manger moins inflammatoire et bouger son corps, ça oui, effectivement, on le sait maintenant, le faire, c'est la mise en application est beaucoup plus compliquée. C'est pour ça qu'il faut toujours partir de sa propre situation, comme tu l'as dit d'ailleurs, hein, dans ton alimentation, t'es pas passé de ton alimentation à une alimentation complètement anti-inflammatoire. Tu as juste regardé ton alimentation et ce qui était le plus problématique et ce qui pouvait derrière peut-être te faire réduire au maximum tes douleurs sans non plus tout revoir. Et c'est un travail continuel et de vie et très personnel. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que de dire que seules les piliers de l'hygiène de vie suffisent, ou en tout cas ne suffisent pas parce que l'endométriose reste présente, mais amenuisent grandement les douleurs et te permettent de vivre avec ton cycle. J'ai envie de dire que c'est même un discours rassurant. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller chercher des potions magiques pour pouvoir vivre avec son cycle. Non, on a les clés, en fait. On peut avoir les clés pour agir sur son cycle, finalement. Donc c'est plutôt même un message d'espoir que je ressens. Oui, effectivement, c'est vrai que vu comme ça, c'est plutôt rassurant. On peut mieux vivre en faisant attention à ce qu'on mange, à sa gestion des émotions et du stress, à sa façon de bouger. Après, c'est vrai que tu as raison, c'est un chemin qui est très personnel, qui met du temps à être mis en place. Changer son alimentation, c'est pas si simple que ça. T'as plein de gens qui disent du jour au lendemain veulent devenir, végétarien ou vegan. Alors là, c'est encore plus compliqué d'ailleurs à mettre en place. Non, je prône la méthode des petits pas. Et peut-être qu'un jour, j'arriverai à une alimentation anti-inflammatoire à 100%. Aujourd'hui, je n'y suis pas encore parce que c'est pas toujours simple, ne serait-ce que pour la convivialité en fait. Mange à l'extérieur anti-inflammatoire. C'est compliqué. Oui, et puis si c'est pour derrière te créer une charge mentale qui est invivable et qui est elle-même source d'inflammation, donc il faut réussir à trouver encore une fois son équilibre. Moi, j'ai trouvé le mien. Maintenant, chaque femme est différente, chaque cas est différent. Et pour d'autres, il faudra peut-être aussi un régime alimentaire plus drastique que le mien. Peut-être. C'est vraiment complètement différent d'une femme à l'autre. Moi, un régime type méditerranéen qui fait la part belle donc, aux légumes, aux fruits, logiquement aux poissons gras, mais c'est pas trop mon cas, qui évite quand même tout ce qui va être sucre. Quand même très peu de sucre dans ce type d'alimentation. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre encore ? Il n'y a plus trop de laitage, ou pire, ce sont des laitages de lait de brebis ou de chèvre qui sont quand même un peu moins inflammatoires. Donc effectivement, ce type d'alimentation me conviendra peut-être pas à tout le monde, et encore une fois, je ne suis pas passée à ça du jour au lendemain. Parce que ça s'apprend. D'ailleurs, avant de supprimer des choses, j'ai commencé par en rajouter. Ah, très bonne. J'adore cette méthode-là, que je conseille beaucoup. C'est beaucoup plus simple de rajouter des légumes, de rajouter des crudités, de l'huile, que de commencer à enlever ce qui ne va pas. D'ailleurs, en rajoutant, tu enlèves automatiquement des choses, finalement, puisque ton bol alimentaire, il est plus plein en fait, et à partir du moment où tu as mangé tes crudités avec une bonne huile au départ, et oui, tu auras moins faim et tu mangeras moins de pâtes. C'est bête. Moi j'adore quand je parle du gluten avec des personnes et qui me disent ouais, j'essaie de manger sans gluten, etc. mais c'est compliqué, ou je mange beaucoup de pâtes, j'adore ça. En fait, je leur expose la panoplie assez importante de céréales qu'il existe, en passant par les céréales qui ont du gluten, par celles qui ont du gluten, mais du gluten non transformé, comme le fameux petit épeautre et grand épeautre très très bon, et par des céréales qui sont naturellement sans gluten, comme par exemple le riz ou le sarrasin. Et quand je leur dis, parmi toutes les céréales, donc là je leur cite une liste assez conséquente de céréales,
chaque jour, essayez d'avoir une de ces céréales-là. Mathématiquement, à la fin, vous mangerez moins de pâtes. Donc mathématiquement, vous aurez réduit votre source de gluten transformée. Et je ne vous ai pas enlevé les pâtes. C'est ça, c'est vraiment, mais c'est un apprentissage en fait, c'est vraiment très très compliqué, sachant que moi cet apprentissage je l'ai fait seule, donc c'est encore plus compliqué parce qu'il a fallu que je fasse des recherches. Après c'était des sujets qui m'intéressaient, donc c'est pas forcément compliqué, mais oui, aujourd'hui moi mon pain il est fait maison, la plupart du temps, pas tout le temps. Quand il n'est pas fait maison, je vais essayer de l'éviter parce que en revanche quand je le fais moi-même, il n'a pas de problème parce que soit sur du petit épeautre, de l'épeautre, soit sur des farines sur lesquelles il n'y a pas du tout de gluten, voir si c'est un pain constitué à base de graines, en fait, il n'y a pas de gluten du tout dedans, c'est pas vraiment du pain au sens traditionnel du terme, mais bon, moi c'est très bien pour mon petit déjeuner. C'est des petites choses que tu mets en place, mais il faut du temps en fait, et puis il faut apprendre à cuisiner différemment. C'est vraiment, je reste vraiment sur l'idée du petit pas. Aujourd'hui, je vais rajouter ça. Aujourd'hui, tiens, je vais tester ça. Effectivement, tu fais mes placards, il y a une multitude de céréales différentes. J'avais pas ça au préalable en fait. C'était tiens, oui, ça c'est pas mauvais, je vais en refaire. Et j'essaie. Alors il y a des céréales que je n'aime pas. Il y a des céréales que j'apprécie. Effectivement, chez moi, il y a régulièrement du quinoa. Bon, ma fille déteste ça. C'est pas grave, elle a ses pâtes, elle les supporte. Mais mon conjoint et moi, on va en manger sans aucun souci. Puis je pense que c'est aussi une question de génération. Là. Elle est dans la mode, dans la tranche d'âge où il y a des choses sur lesquelles on n'a pas envie de négocier avec papa et maman. Mais je pense que mon alimentation, elle s'y intéressera à un moment donné. Parce qu'elle a été élevée, en fait, comme ça. Donc là, elle vient d'avoir 18 ans et effectivement, elle est plutôt dans une... Oui, non, ça va pas, maman et papa, ils mangent un peu bizarrement par rapport à mes copains ou mes copines. Et elle va être dans l'ultra transformée, en fait. Tout ce que je veux pas qu'elle mange, mais bon, c'est pas grave. Hein. Faut en passer par là. Faut aussi faire ses propres erreurs avant de dire... non, je veux pas lui imposer ma façon de voir et de m'alimenter. Et effectivement, régulièrement, quand elle a des petits sous-sous intestinaux, des choses comme ça, elle vient me voir, elle me fait « Bon, faut que je rajoute du légume dans mon alimentation parce que là, ça va pas du tout, maman. » Donc, ce qui fait qu'il y a des choses qui sont rentrées, même si elle ne l'écoute pas à 100%. Et je reste convaincue que c'est comme ça qu'on peut tous avancer. Expliquer qu'une alimentation saine, ça peut être simple. Il faut juste apprendre et pas vouloir tout changer du jour au lendemain. C'est pas possible. C'est complètement pas possible. Oui, réaliser un gâteau soi-même avec ses propres farines, c'est super bien. Je le fais régulièrement. Ma pâtisserie va être nettement moins inflammatoire qu'un gâteau industriel. Néanmoins, oui, il y a des jours où il y aura un gâteau industriel à la maison parce que j'ai pas le temps, parce que c'est plus simple. Il faut savoir, en fait, ne pas être sectaire quelque part. Ça, c'est vraiment ma vision des choses. Je reste convaincue que ces 3 piliers-là sont suffisants pour gérer au mieux l'endométriose. J'en suis convaincue puisque je le vis au quotidien. Mais il ne faut pas passer dans les extrêmes. Parce que sinon, on arrive à un autre problème, c'est qu'on n'a plus de vie sociale. Et puis, je reste convaincue également qu'il faut tester les choses. Car avec le test, on observe et on ressent des résultats. Et c'est cette recherche du résultat, de mieux-être, qui après nous motive. J'imagine que toi, quand tu sais, maintenant tu identifies vraiment les choses qui viennent accentuer ou au contraire réduire tes douleurs, et bien tu es d'autant plus motivé à te dire, bon bah là, de toute façon, je ne mangerai pas de pâtes parce que je sais que derrière je vais en souffrir. Par contre, je préfère me faire un bon plat de riz et ça se passera beaucoup mieux. Et donc forcément, parce que tu as testé sur toi, parce que tu as observé le résultat, que tu restes motivé à poursuivre tout en gardant une flexibilité de vie et donc une charge mentale que tu arrives à maîtriser.
Merci Isabelle pour ce témoignage à la fois plein de vérité et qui fait peur, hein, parce que quand même 27 années d'errance médicale, c'est énorme, c'est beaucoup trop, mais en même temps plein d'espoir parce qu'on arrive dans une époque où effectivement c'est une maladie que l'on connaît dans le sens où on en parle, mais elle n'est pas encore connue, il y a encore beaucoup à découvrir. Pour les personnes qui nous écoutent, si vous êtes reconnus dans le discours d'Isabelle, notamment en termes de douleur et de mal-être vis-à-vis de votre cycle, ça ne veut pas dire que vous souffrez d'endométriose. Par contre, ça peut vous mettre la puce à l'oreille pour essayer de trouver là où les personnes du corps médical qui pourront faire les explorations nécessaires pour venir confirmer ou non, et puis ensuite venir tester aussi des choses dans votre hygiène de vie pour essayer de voir si diagnostiquer ou non endométriose, ayant ou non l'endométriose, tester des choses qui pourront peut-être vous faire mieux vivre votre cycle, parce que avoir mal n'est pas normal. Est-ce que, Isabelle, tu as pour terminer une ressource coup de cœur que tu aimerais partager, que ce soit un site internet, une association, un groupe d'entraide, un livre, une vidéo, un podcast, peu importe, mais une ressource qui t'a aidé, qui t'aide peut-être même actuellement et que tu aimerais partager à nos auditrices qui nous ont écoutées aujourd'hui? Alors j'en ai plein. Mais celle que je voudrais mettre en lumière, c'est une femme qui est gynécologue et qui, sur les réseaux sociaux, se nomme Doc Santé Gynéco. Donc, je suppose que tu la connais. Oui. Elle est super intéressante parce qu'elle vulgarise assez facilement toutes les problématiques gynécologiques, quelles qu'elles soient. Et elle prend également beaucoup la parole pour former les gynécologues justement à ces pathologies spécifiques de la femme, dont l'endométriose, mais elle en a plein d'autres. Elle a le SOPK, enfin elle a d'autres cordes à son arc. Et effectivement, quand on écoute un tout petit peu la façon dont elle procède, bien que gynécologue, elle a quand même une approche très naturopathique de la gynécologie, et souvent elle explique que ses patientes elles sont un peu surprises quand elles repartent, parce qu'elles repartent avec des recettes de cuisine. J'exagère, mais elle va prôner effectivement une alimentation spécifique ou des choses comme ça, et ça me donne beaucoup d'espoir, parce qu'effectivement que des gynécologues se prennent de passion pour former d'autres gynécologues, ça prouve que les choses avancent, elles évoluent, même si c'est pas au rythme que certaines femmes le souhaiteraient. On est bien d'accord, quand on a mal, on aimerait bien que ça aille plus vite, mais c'est pour moi, c'est porteur d'espoir. Est-ce que pour les personnes qui nous ont écoutés et qui aimeraient peut-être aussi en savoir un peu plus sur toi, voire peut-être, je sais pas moi, te découvrir, se faire suivre, se faire accompagner par tes soins, où est-ce qu'on peut les rediriger? Alors moi j'ai un site internet qui s'appelle Nature au féminin. Alors nature, plus loin au, et féminin derrière. Ce qui prouve qu'effectivement, je me suis vraiment spécialisée dans l'accompagnement du cycle de la femme et de son cycle, et puis également sur les réseaux sociaux sous le même nom en fait. Tu proposes du coup des consultations à quel endroit ? Alors, je propose des consultations directement à mon domicile, donc j'ai mon cabinet à mon domicile. Alors, en Normandie, ça s'appelle Sacanville, la ville. Et sinon, en fait, je propose également de la visio. Donc, je mettrai tous les liens en description de l'épisode, avec d'autres liens d'ailleurs de vidéos et de témoignages en podcast que j'avais réalisés sur le sujet de l'endométriose pour compléter tous nos dires. Et enfin, pour terminer, on va terminer avec ta parole, tes mots, et plus précisément une question. Quelle serait la question que tu aimerais poser à nos auditrices du jour ? La question ? Oui, madame. C'est une bonne question. Est-ce que vous avez mal pendant votre cycle ? En fait, ce serait ça ma question. Savoir quelle est la part de femmes, d'auditrices de ton podcast qui ont des douleurs au moment de leur menstruation.
Merci Isabelle, à bientôt. Merci Alexandra. Nous sommes arrivés à la fin de ce nouvel épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'aura plu, inspiré, voire chamboulé. Si ce podcast te plaît, parle-en à toutes les femmes qui t'entourent, mères, sœurs, amies, collègues, pour qu'elles puissent à leur tour se sentir envahies d'émotions vibrantes. Mais aussi à t'y abonner et à le soutenir avec une note 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Retrouve également tous les autres récits d'éclosion sur la plateforme d'écoute de ton choix ou sur le site hygiènedevie.fr.